Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après la fenestration, voilà maintenant que l'église Saint-André de Lassar a besoin d'une nouvelle toiture. Une campagne de financement est lancée pour couvrir ces frais qui sont quand même très onéreux. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de la fabrique Saint-André de Lassar, M. Gilbert Barrette. M. Barrette, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. C'est réciproque, M. Lacasse. Merci bien. On s'en est parlé avant les fêtes. Il y a eu même un petit peu plus avant ça aussi. Après la fenestration, qui était quand même un gros dossier et qui s'est très bien déroulé, soit dit en passant. Alors, après la fenestration, la toiture de l'église Saint-André de Lassar, on dit, entre parenthèses, a besoin d'amour. Quand on parle d'une rénovation de toiture, que ce soit une habitation normale, j'entends pardon, une maison, on parle toujours de gros sous. Oui. Mais quand on regarde la toiture de l'église Saint-André de Lassar, c'est tout un chef-d'œuvre. Alors, elle a besoin d'amour, comme on dit, et ça, on ne peut pas lésiner avec ça, parce que quand ça se met à couler, ça là, c'est pas drôle. Alors, elle a vraiment... Elle est rendue en fin de vie, comme on dit. Fait qu'on est rendu là, tout simplement. Fait que vous avez annoncé une campagne de financement. Ça a débuté quand? Puis je vais vous laisser aller un peu là avec ça, parce que je sais que vous avez des dates et vous avez beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui. Alors, oui, elle a besoin d'amour. Ce n'est pas un luxe, absolument pas. Puis, ça prend une campagne parce que là, on parle de gros sous. Effectivement, pour faire suite à l'introduction, effectivement, le besoin d'amour, ça date de 80 ans, ou presque. Et voilà. Et une des conditions essentielles pour être accepté et avoir le support financier de patrimoine religieux, il faut retourner avec les mêmes matériaux. Okay. Donc, actuellement, c'est une tôle canadienne et ça existe encore. Et c'est à partir de ça qu'on doit refaire la toiture. On est quand même... faut être optimiste un peu dans la vie, là. On est quand même chanceux qu'il n'y ait pas plus de dégâts à l'intérieur qu'on a actuellement. Mais il reste que c'est le temps. Ça fait une douzaine d'années que c'est classé urgent par les architectes. Oh oui, OK. Mais on a dû faire des choix économiques entre-temps. Entre autres, rapidement, le système de chauffage qu'on a changé de l'huile à l'électricité et aussi la fenestration, ce qui nous a permis d'économiser, qui nous permet d'économiser chaque année de bons montants. Mais effectivement, c'est dû. On était prêt à aller en proposition, en demande de projet il y a 2 ans. Mais la grande séduction était sur le terrain et je pense que c'est un sujet très important, oui, donc on n'a pas voulu aller en compétition. Se nuire un et l'autre. Oui. Mais pendant ce temps-là, l'urgence est toujours là. Donc, l'an passé, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'y aller et de faire confiance à la population, chose que les gens répondent bien. Faire confiance à la population pour supporter le patrimoine, pour supporter ce bâtiment, pour supporter aussi ce que ça représente pour le milieu. Donc, si je comprends bien, volontairement ou involontairement, vous avez tassé ces rénovations-là de la toiture parce qu'il est arrivé comme le chauffage. Oui. Il est arrivé comme un projet que vous ne pouviez pas passer à côté parce qu'il y avait économie de plusieurs 10 000 $ à ce moment-là. Puis, la fenestration, qu'en est un autre. La grande séduction que vous ne vouliez pas nuire, puis c'est bien, on vous en félicite également, parce que c'est aussi très important. Ce sont tous des projets très, très, très importants, mais il faut y aller par, est-ce qu'on peut dire priorité à ce moment-là? Je vous laisse choisir, sauf qu'il reste un fait que quand on parle de poser soit une tôle, d'aller, est-ce qu'on va plutôt à la place changer le chauffage? Oui, parce qu'ils donnent des belles subventions. On va parler du chauffage, hein, puis on va revenir à la toiture et à la campagne de financement. Puis vous avez converti le chauffage à l'huile en chauffage électrique et vous sauvez beaucoup de sous. Oui, effectivement.
En 2014-15, parce que c'est une année de référence, ça nous coûtait entre 45 et 50 000 $ par année. Je voyais, moi, au mois de janvier, le livreur d'huile passer 2 fois par semaine dans les semaines de moins 30. Eh, mon Dieu. Donc ça vient fatiguer un peu. Oui. Et surtout, quand on voit puis c'est pas la faute du livreur. Non, absolument pas. Oui. Et effectivement, il s'est présenté, on avait un projet qu'on avait monté, et il s'est présenté une possibilité de déposer ce projet au gouvernement, qui était aussi les gaz à effet de serre, pour économiser les gaz à effet de serre. Donc, et on a pu bénéficier d'une subvention de 125 000 sur un projet de 160. Donc, ça a été, on a été accepté. Et en fait, le chauffage actuellement, c'est des calorifères, des vieux calorifères en fonte recyclés par une compagnie de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-Port-Joli plutôt. Okay. Et c'est un glycol qui est à l'intérieur. Ça ressemble à un système de chauffage, un réservoir à eau chaude. Là. Oui, et c'est un élément de chauffage qui est à l'intérieur. Ce sont des bouilloires. Et on économise avec ça facilement des hivers les plus chauds qu'on a eu, les plus froids qu'on a eu jusqu'à maintenant, depuis 2016. C'est facilement une 25 à 30 000 d'économies qu'on fait. Au lieu de coûter 50 à 55, on dépasse pas 30. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est presque payé. Juste l'économie paye. Absolument. Fait que ça a été, puis la fenestration, surtout du côté ouest, là, on faisait une expérience avec du papier, puis le papier bougeait. C'était pas la chaleur qui montait. Voilà. C'était c'est bon juillet, mais qu'en janvier, c'est moins bon. Ouais. Exactement. Fait que là, c'est ce qui a fait que ces deux projets-là ont passé avant la toiture, parce que vous sauviez beaucoup, beaucoup d'argent. On serait dans pas avoir fait ce choix-là, et la population nous a aidés à faire ce choix-là, bien sûr, en nous supportant financièrement. On serait dans la grosse M pour misère, aujourd'hui, financièrement. Parce que ça aurait été encore peut-être... Et là, c'était 50 000 à 1,10 $ le litre. On est à 1,80 ou 90. Oui, on est près du 2 $ de litre. On serait dans grosse difficulté. Vous seriez dans la M, misère. Oui. On revient à la nouvelle campagne de financement qui a débuté quand, M. Barrett? Débuté vers le début novembre. Et en fait, on a 3 ans pour réaliser le tout, mais nous, notre objectif, c'est qu'à l'été, ça soit pas mal complété le montant qu'on a ramassé, qui est autour de 300 000, pour combler le manque à gagner, c'est-à-dire parce qu'étant reconnu par patrimoine religieux, ça veut dire ça qu'il est classé B, c'est le classement qui est fait au patrimoine, c'est une subvention de 70 %. Donc, il y a un 30 % qu'il faut ramasser dans le milieu. Voilà, et c'est ce qu'on évalue. Là, à ce moment-là, on parle d'aide financière à 70 %, on parle 525 000 $ ou environ 525 000. Et la participation qu'on dit financière du bénéficiaire, qui est la fabrique Saint-André, ce serait 225 000. On parle d'un coût total des travaux aux alentours de 750 000. Il manque 250 000 en chiffron. Et vous demandez à la population de vous aider pour 300 000. Oui, parce que on serait énormément surpris si on arrivait au même montant ou moins. Et même moins, oui. Donc, ils ont le risque d'avoir des coûts supérieurs à 750 000 parce que l'évaluation des architectes au maximum, on serait énormément chanceux. Donc, c'est pour ça qu'on fixe un objectif à 300 000. Si ça sort à 1 million, on va être encore proche pour supporter notre part de contribution. Et on connaît la population lassaroise, et puis on sait que la population est toujours au rendez-vous. Alors, on espère que tout le monde va contribuer de façon monétaire. Mais, on le sait, les temps sont difficiles, mais les gens, pareil, savent se serrer les coudes, puis savent aller de l'avant. Donc, je suis persuadé que vous allez atteindre cet objectif. Peut-être une question qu'on n'a pas parlé avant, M. Barrett, mais je me risque à vous la poser. Patrimoine religieux, ça prend quoi pour être reconnu? C'est une bonne question.
La première condition, c'est une bâtisse érigée avant 1945. OK. Ensuite, on considère ce que ça représente pour le milieu, généralement parlant. Ensuite, le site de la bâtisse, du bâtiment, son architecture, le type de matériaux qui est utilisé. Et c'est des spécialistes qui, à un moment donné, une fois par, je vais garocher peut-être 10 ans, font une évaluation des lieux qui sont reconnus. D'ailleurs, l'église ici à Macamic était aussi reconnue classée B. Okay. Mais avant d'avoir une possibilité de projet, il faut que ça soit évalué par les architectes. Et prioriser aussi, la priorisation qu'on fait comme classé urgent, moyen, bon et tout ça. Donc, c'est ces éléments-là qui doivent être indiqués, qui vont influencer le patrimoine à retenir notre projet, notre demande, pour nous aider financièrement à la réaliser et au maintien du patrimoine bâti en bonne santé. Et aussi, patrimoine religieux, c'est pour peu importe la religion. Okay. Entre autres, l'Église orthodoxe à Rouyn-Noranda, en arrière du Théâtre du Cuivre, là, est reconnue et classée B aussi. Okay. Donc, c'est peu importe la religion, c'est l'élément bâtiment, ce que ça représente pour le milieu. Ça veut dire, est-ce que l'évêché peut participer financièrement à une telle, j'appelle rénovation, mais c'est quand même urgent quand même. Est-ce que l'évêché peut mettre son grain de sel monétaire, si on veut s'exprimer? On l'espère beaucoup, la demande est faite. OK. La demande est faite, il y a des précisions qui ont été apportées et on est confiant. On est confiant. Et aussi, sûrement que la ville de la Sarre a été sollicitée. Je devrais avoir une rencontre avec le caucus en cours dans les prochaines semaines. Et pour la ville, c'est très important parce que très souvent, on se sert de la photo, le site ça, aussi, pour des éléments de promotion. On la voit souvent, exactement, oui. Et quand vous utilisez votre téléphone sur l'icône plan pour les routes, et que vous faites la Sarre, vous allez voir l'église qui va apparaître sur le tableau. Donc, c'est une indication que sur le plan touristique, c'est important. Sur le plan de référence pour le milieu et pour la population, c'est important. Fait que c'est des éléments que les gens considèrent et qui sont fiers aussi. Parce que beaucoup de gens qui ne viennent pas à la messe, ça, on respecte leur choix. On respecte ça, exactement. Mais beaucoup de gens tiennent au bon maintien de l'établissement et contribuent quand même généreusement pour donner un coup de main à la réalisation de ce projet-là. Ça, c'est important, ce que vous venez de dire là, M. Barrette, parce que quand on fait ça, j'appelle ça sondage, on jase avec les gens un peu partout, touche à n'importe quoi chez nous, mais touche pas à mon église. Ouais. Puis quand on est obligé de fermer une église, j'en parlais justement avant son départ à l'évêque, Monseigneur Lemay, pardon. Ouais. On en parlait, puis qu'on disait, oui, ça c'est vrai, parce que les gens ne touchent pas à mon église, mais là, ils n'ont pas le choix d'enfermer des églises. Je ne veux pas minimiser les gestes là, du tout, mais si on parle de Languedoc, Hautier-Nord, on ne peut plus tenir une église. Puis les deux seules églises, je pense, qui vont encore avoir mainmise, ce sont celles de Macamic et la Sarre, qui sont vraiment en structure quelque chose d'extraordinaire. Oui, et puis là, vous faites de l'importance du bâtiment ou de l'endroit ou du lieu. Il arrive une catastrophe dans un milieu, à quel endroit on se réunit pour réfléchir, pour réfléchir justement et en même temps pour se consoler. Oui, exactement. C'est l'Église. Oui, on fait juste penser à Amqui, à Mégantic, où les gens se ressemblaient, c'était l'Église. Mais on ne peut pas... Non, Monseigneur me l'avait bien expliqué ici, puis on ne peut pas garder en fonction de toutes les églises. Premièrement, on n'a pas les prêtres pour les desservir au départ, puis ça coûte une fortune. Juste seulement que les assurances. Puis on ne peut pas ne pas assurer pour le public, pour la sécurité. Les assurances, ensuite, un minimum d'entretien, ça veut dire qu'il faut chauffer un peu.
Et c'est très exigeant pour le milieu. Donc, ça prend un milieu qui y croit. Ça prend un milieu aussi qui a le goût que ça soit bien maintenu. Voilà, exactement. On va revenir à la campagne de financement, M. Barrette. Alors, elle est débutée au moment où l'on parle. Elle peut durer combien de temps? En fait, notre objectif, c'est de... en fait, il y a... lorsqu'on se présente dans les commerces, entre autres, et même aux particuliers, les gens peuvent s'engager pour 3 ans. OK. C'est-à-dire 23, parce qu'on a commencé en début novembre, 23, 24, 25, et là, il y a 3 ans, 24, 25, 26, parce que les délais pour réaliser la totalité des travaux, à partir de la lettre du ministre qui nous a envoyé le 24 juillet 23, nous avons 3 ans. Alors, vous avez jusqu'au 24 juillet 26. 24 juillet 26, mais on espère, et en fait, l'objectif aussi est de procéder avant, bien sûr. Il est peut-être possible qu'on aille en appel d'offres dès ce printemps, c'est-à-dire février-mars. On parle de 2024, de cette année. 2024, okay. Et dépendant des coûts, si c'est raisonnable ou encore si c'est acceptable, on pourrait peut-être procéder aux travaux au cours de l'été. Mais là, ça va dépendre. Il y a beaucoup de si là-dedans. Oui. Comment est-ce que ça va aboutir et qu'on va être capable aussi de réaliser. Fait que c'est dans les visées de la fabrique le maximum pour pouvoir... Parce que si le 24 juillet... Là, je mets ça noir. Là. Si le 24 juillet 2026, ce n'est pas terminé, là, c'est une question de subvention. Là, c'est sûr qu'il y a des démarches administratives à faire, et ça, on va voir d'avance, je ne sais pas, en 25, si 26, ça sera où c'est rendu. Puis... Et là, il y a des démarches administratives à faire pour demander des extensions. Et la même chose, si les coûts dépassent beaucoup ce qui est autorisé, encore là, il y a des démarches administratives à faire auprès du gouvernement pour supporter financièrement les excédents de coûts. Et l'échange que j'ai eu avec le fonctionnaire patrimoine, ils ont l'air d'être habitués à recevoir ces demandes-là. Surtout à ce temps-ci, parce qu'on ne peut jamais se fier, parce que les coûts sont tellement énormes, puis ça augmente continuellement. Monsieur Barrette, merci infiniment. On demande aux gens de la SAR d'être généreux, parce que c'est quand même, c'est patrimoine, puis on sait ce que représente une église dans une municipalité. Alors, soyez généreux. L'objectif est de 300 000 $ et je suis persuadé que ça va être atteint avant le 3 ans. Monsieur Barrette, merci beaucoup, puis félicitations à vous, puis merci à vous également. Vous dirigez ça d'une main de maître. On fait notre possible, il y a une bonne équipe, et je vous remercie bien gros de nous avoir invités, et la population répond déjà très bien au projet qui est sur la table. Alors, vous serez toujours ici. Je peux vous recevoir n'importe quel temps. Un coup de téléphone, comme on dit, puis on refait une autre entrevue ensemble. Alors, merci beaucoup, M. Barrette. Merci bien, ça va nous faire plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, il y a 10 municipalités dans l'Abitibi-Ouest qui ont choisi de regrouper leurs services de sécurité incendie en confiant ces mesures à la ville de La Sarre. Quelles seront les conséquences pour ces 10 municipalités? Y aurait-il plus de positifs que de négatifs? Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur de la brigade des pompiers volontaires de Macamic, M. Ghislain Mélenchon. M. Ghislain, bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'on va mettre, comme on dit, carte sur table. Les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, les points sur les i, les bords sur les t. Appelez ça exactement. N'importe comment. Parce que là, c'est regrettable. Ben, c'est regrettable, oui puis non. On entend toutes sortes de rumeurs. Okay. Toutes sortes de rumeurs. J'ai même, moi, personnellement, entendu une personne qui m'a dit « ça n'a pas de bon sens. S'il y a un feu chez nous, à l'avenir, c'est la SAR qui va venir couvrir. » Non, là, ça changera. Dans l'intervention, en intervention, ça change absolument rien. On parle d'intervention. D'intervention terrain. Intervention terrain. Il y a un feu, chez nous. Oui. Tu t'appelles le 911. C'est les pompiers de
mécaniques qui vont répondre. Si j'ai besoin d'entraide... Ça, c'est déjà une entente. Puis l'entente est faite même que c'est pas nécessairement la SAR qui va venir. Ça peut être Sainte-Rose, ça peut être Tachereau. OK. L'entraide, ça va dépendre dans quel secteur que c'est. Tout dépendait, le plus proche. On prend toujours le plus proche. OK. Mais par contre, c'est sûr que qu'est-ce qui a été fusionné, si on peut appeler ça fusion, c'est toute l'administration. Bon, ça, là, il faut s'entendre. C'est l'administration. L'attaque, c'est ça. L'attaque, ça reste comme c'était. Exactement. Mais là, l'administration, exactement. C'est quoi, là, exactement? C'est que le gouvernement, il nous exige de plus en plus, on le sait, là, les exigences gouvernementaux, c'est de plus en plus lourd. Puis moi, ben, je suis beau directeur, mais je travaille, j'ai un autre emploi. Ben oui, ça fait qu'à un moment donné, on n'est pas capable de respecter toutes les exigences gouvernementales. Fait que c'est pour ça un peu que la paperasse, là, ça va s'en aller à la SAR, qui ont des permanents, des pompiers permanents. Oui. Puis eux autres, ils vont nous dire, bon, ben là, vous avez ça à faire, ça à faire. Mais les achats vont s'en aller à la SAR. Les achats, ça va être un plus pour nous autres, parce que moi, j'achète une sorte de bunker, on appelle ça nos habits de pompiers. Oui. Bon, la SAR, ils peuvent acheter une autre sorte. Là, ce qu'on va faire, on va essayer d'uniformiser un peu tout le monde. Fait qu'en uniformisant tout le monde, ce qui va arriver, c'est que moi, au lieu de n'acheter 10 bunkers, ben, peut-être qu'on va en acheter 50 ou 60 en même temps. Fait que le prix ne sera pas le même. Exactement. Les gants, c'est pareil, les chapeaux. Tous les achats vont se regrouper à la SAR. C'est la fusion qu'on a faite dans le but, là, c'est ça. Les ententes, là, c'est municipal, ça, c'est politique. Okay. Les ententes, là, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si ça ne me regarde pas, c'est politique. Mais ça, nous autres, point de vue intervention, je veux que ça soit bien clair, là. Point de vue intervention incendie, c'est les pompiers mécaniques. On est 22 pompiers mécaniques, puis on va rester 22 pompiers mécaniques. C'est sûr que si j'ai plus de pompiers, j'aurais pas le choix, mais ça arrêtait ça, même si on n'aurait pas fusionné. Voilà, exactement. Ça ne change rien. C'est ça, parce que faire appel à une brigade de l'extérieur, parce que le feu, mais comme on a eu à Macamic au mois de juillet dernier, là, il y a eu un très gros incendie. C'est ça. Puis, là, c'était tout simplement normal que vous fassiez appel à une autre brigade ou même d'autres brigades. C'est ça, exactement. Et ça ne change pas. Ça change ça va rester exactement rien. Pareil. Voilà, exactement. Exact. Mais il faut bien avertir les gens, parce que les gens étaient très insécure. Okay. Il y en a qui m'ont accosté puis qui m'ont dit, tu peux-tu faire une émission, une entrevue à ton émission avec le chef de brigade ça me fait plaisir de Macamic? Parce que là, on a peur, là, nous autres. Là. On est-tu? C'est pas qu'on a peur d'être mal couvert. Là. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça peut être la SAR, comme comprends l'inquiétude. Sainte-Rose, peu importe. Mais c'est que c'est le temps d'intervention. C'est sûr que si on est couvert par une autre municipalité, le temps de la première attaque va être plus long que... De toute façon, avec le schéma de couverture de risque, on n'a pas le choix. Il faut rentrer en dedans de 15 minutes en ville. OK. Ça fait que, tu sais, Macamic la SAR, t'as plus que ça. Là. Ça oui. On peut pas, on respecte pas les attentes du gouvernement. Voilà. Fait qu'on n'a pas le choix. Exactement. La caserne reste à Macamic, les camions restent à Macamic, tout. Il n'y a rien. Le monde, ils s'en rendront même pas compte. Puis comme vous avez si bien dit, tantôt, avant qu'on rentre en entrevue, vous avez eu, depuis le début de l'année, 5 incendies. On a eu 5 incendies dans 9 jours. En 9 jours, on a eu 5 incendies. À Macamic. Puis on ne s'est pas rendu compte. Personne ne s'est aperçu de rien. Les camions ont sorti, les pompiers ont sorti. La SAR n'est pas venue. Non. Je n'ai pas besoin. Je dis pas que ça n'arrivera pas jamais, que le directeur de la SAR va venir faire un tour sur nos feux. C'est normal, là, c'est lui qui gère. Là, c'est lui qui va nous gérer. Là. C'est lui qui va se trouver à... parce que là, on devient tous comme pompiers de la SAR. Okay. Mais on reste à Macamic. Là, point de vue paperasse, disons. Point de vue administration. Mais ça peut arriver que Luc vienne me voir, puis, regarde, je sais comment ça va, puis, regarde, on va travailler ensemble. Comme des fois que ça allait arriver, j'étais à la SAR. J'ai travaillé avec Luc, on travaille ensemble, puis tout va bien. Ça va super bien. Fait que les gens de Macamic n'ont pas à s'inquiéter du tout. Absolument pas. Puis, s'il vous plaît, là, on a entendu tellement de choses, mais les gens, s'il vous plaît, au lieu de dire n'importe quoi,
Informez-vous donc, s'il vous plaît. Oui, puis ils peuvent venir nous voir. Oui, exactement. À caserne, tous les lundis, quasiment, on est là. Oui. Ils peuvent arrêter puis s'informer. Ça va me faire plaisir. Voilà, exactement. Au lieu de semer la panique. Moi j'appelle ça semer la panique. Ça. Puis, de dire des faussetés. Ouais, mais là, un tel m'a dit ça. J'ai vu ça sur Facebook, puis etc. Alors, informez-vous, s'il vous plaît. Venez aux sources. On va vous informer. Puis, ce que je vous dis, quand ça a commencé, ça, je peux t'expliquer un peu comment ça a commencé. Oui, allez-y. Ça a commencé, c'est que il y a d'autres municipalités qui avaient des problèmes de pompiers. Ça fait qu'ils se sont tournés vers la SAR. Ils ont dit, là, êtes-vous intéressés de venir nous couvrir en attendant qu'on trouve des pompiers? Bon, OK. Fait que là, la SAR a dit, bon, ben, on va engager un consultant, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que ils se sont virés de bord, puis ils ont envoyé à la MRC, à toutes les brigades, à toutes les villes qui ont des services d'incendie, êtes-vous intéressés de faire l'étude? Fait qu'on la paierait à la gang, au lieu de payer ça à 2-3. Voilà. On va la payer à la gang, puis on va voir c'est quoi. Bon, ben, l'étude a sorti qu'on ne respectait pas. Il y a plein de choses. Il y avait du rouge, du orange, puis du vert. Il y avait plus de rouge que de jaune. Il n'y avait pas de vert, le vert, ben, on respecte des choses, mais on ne peut pas tout respecter. Non, exactement. Fait que là, on a dit, bon, ben oui, on regarde ça. Puis on s'est aperçu que dans l'administration, notre bête noire était pas mal là. Les formations, les pratiques, ça va tout être uniforme, tout uniformisé. C'est de là que ça a décollé. Okay. Puis quand ils ont dit, ben là, on a regardé le tableau, on a dit, oh, là, on a du vert un peu, un petit peu de jaune, puis beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge. Fait que, regarde, il faut remédier à ça. Parce que là, si on ne respecte pas ça, on peut avoir des actions. Les assureurs nous watchent. Ah, les assureurs sont en arrière, là. Fait que c'est ça qui a emmené tout ça. Mais un camion, puis vois-tu, moi, mettons un camion brise demain matin, ben moi, je travaille. Fait que là, je suis obligé de prendre du temps pour aller faire réparer le camion. Tandis que là, je vais appeler Luc, je vais appeler à la SAR, je vais dire, Luc, mon camion est brisé. Ils ont des permanents. Ils en ont rendu 4 permanents, là. Fait qu'ils vont prendre un permanent, ils vont venir chercher mon camion, ils vont m'en laisser un autre ou quoi que ce soit, ils vont le réparer peut-être là. C'est l'entraide, c'est de s'entraider au lieu de... que c'est un gros plus. Ben, moi, je pense que oui. Ben, tu sais, je connais pas l'avenir, mais moi, je pense que oui, c'est un gros plus. Parce que, d'abord, économie sur l'achat. Les achats d'équipements, c'est sûr qu'on va trouver. Les équipements, c'est très dispendieux. Puis, au lieu d'avoir, on a des visières, un exemple, on a 5 sortes de visières. Ben, faut t'en tienne de toutes les sortes. Tandis que là, on va garder une sorte. Tu sais, on va uniformiser. Tous les regroupements. Moi, je pense que c'est un plus. Donc, c'est surtout le point de vue administratif. C'est de l'administration. Le restant, rien toute l'administration. Le restant, là, c'est tout comme il n'y a pas personne qui va se rendre compte de rien. Ça va tout se faire automatique. Alors, si on résume, Ghislain, de tout ça, point de vue administratif, c'est ça, mais ça ne change rien dans moi, ce que j'appelle le combat incendie. Le combat incendie, ça change rien. Si on voit un camion de pompiers de la SAR, c'est parce que vous l'avez demandé, parce que vous en aviez besoin. J'en avais besoin. Souvent, on voyait un camion de Sainte-Rose ici. Oui, aussi. Sainte-Rose, la SAR, ça peut être la SAR. On va aller au plus proche. Voilà, on va au plus proche. C'est juste que, même c'est une sécurité, parce que moi, je sais qu'il y a 4 permanents à la SAR. C'est ça. Fait que si je n'ai besoin, là, je vais appeler puis je vais dire, gars, envoie-moi tes 4. Ça me les prend. Voilà. J'ai besoin. Fait que je sais qu'ils vont rentrer, ils sont là. Parce que les autres, ils peuvent être partis magasiner. Ils peuvent, exactement. Non, mais on est du bénévole. Voilà, faut s'entendre. Ghislain Melançon, directeur du service d'incendie de Magainic, merci infiniment pour cette mise au point. Puis, vous avez rassuré les gens. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui va changer au point de vue de combat incendie. Et l'administration, bien sûr, on en a parlé un peu, c'est pour faire surtout des économies également. Et voilà. Monsieur Melançon, merci, ça fait un plaisir et merci d'avoir mis les points sur les i, les bords sur les t. Ça m'a fait plaisir, puis si jamais de quoi, passe à la caserne des nouveaux. Voilà, exactement. Merci infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.